Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des meilleurs outils SEO selon moi. C'est mon top 5 purement personnel, les outils que j'utilise vraiment quasiment au quotidien et que je trouve utiles. Si vous cherchez à générer du trafic organique grâce au moteur de recherche, c'est vraiment les outils qui vont vous servir le plus. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. En numéro 5, un outil qui a révolutionné le SEO, c'est ChatGPT. Alors attention, ChatGPT peut sembler vraiment révolutionnaire pour le SEO, mais on voit quand même beaucoup de fausses bonnes idées fleurir sur Internet. ChatGPT, ça peut pas non plus tout faire de manière automatique. Il faut se servir de ChatGPT comme un assistant, mais se servir de l'IA vraiment en full automatique, c'est OK pour générer des contenus un peu bas de gamme qui vont pas très bien se positionner mais qui peuvent éventuellement générer du trafic dans la masse sur une courte période ou faire grossir des courbes, par exemple SEMrush si vous faites de l'édition de site. Par contre, si vous avez une entreprise que vous voulez vraiment générer des clients ou des prospects, faire une stratégie avec ChatGPT en 100% automatique, c'est clairement pas une bonne idée. Mais cela dit, c'est clair que en tant qu'assistant, ça permet de gagner du temps, ça permet de trouver des bonnes idées, ça permet de faire des tâches chronophages. Moi, je me sers quotidiennement de ChatGPT, mais je dirais que il y a 80% des personnes qui se servent de ChatGPT de la mauvaise façon, vraiment avec des prompts très basiques. Pour moi, il y a même deux brèves. Il y a des prompts très basiques qui sont nuls. Sûr, si vous lui dites rédige-moi un article de blog sur tel mot-clé, ça c'est archi nul. En même temps, on voit aussi des prompts soi-disant formidables, par exemple pour la rédaction d'articles de blog, des prompts qui font 12 km, qui paraissent super bien et qui soi-disant feraient super, c'est-à-dire que ça fait tout en un seul prompt, c'est-à-dire qu'on donne le mot-clé à Google, à ChatGPT, on lui dit d'aller analyser toutes les pages qui rankent sur ce mot-clé, de faire une analyse sémantique, de rédiger, de trouver un point de vue, de faire un plan, de rédiger un article de X mots, etc. En fait, de faire un article parfait en un prompt, selon moi, ça n'existe pas. Alors, peut-être que je suis pas le meilleur, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais en tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que beaucoup de prompts que j'ai vu passer, et je les ai testés, et clairement, le résultat, en fait, il est nul. Donc, en tout cas, si quelqu'un a le prompt parfait qui fait des super articles, il l'a gardé pour lui, en tout cas. Et donc, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, ce qu'on voit, et en tout cas, moi, j'ai pas réussi en un seul prompt à réussir à avoir des résultats satisfaisants parce qu'en fait, ChatGPT, il faut le guider, mais il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles il est limité. C'est-à-dire que si on lui demande 20 trucs, soit déjà, il va en oublier la moitié, et les 10 qui restent, en fait, il va les faire à moitié parce que justement, il n'a pas assez de... Je dirais qu'en fait, en un prompt, c'est comme si on avait des ressources limitées. Donc, c'est pas forcément la bonne façon d'utiliser ChatGPT. Il faut pas non plus tout lui faire faire, mais par contre, il faut s'en servir comme d'un assistant. Je vais vous donner, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous donner un top 5. C'est pas de faire un truc détaillé pour chaque outil. Mais je peux quand même vous montrer, j'ai quand même des petites choses. Notamment, j'ai mes prompts, moi, où je me sers beaucoup pour tout ce qui est title et métadescription. C'est très chronophage de faire des titles et des métadescriptions. Regardez, moi j'ai ce title-là, ce prompt-là, qui est ni trop court ni trop long. Donc, je le mets dans le contexte, tu es expert SEO, tu vas devoir rédiger une base title, une métadescription pour l'article. Ensuite, si je remplace à chaque fois par le titre de mon article, je mets le mot-clé, parce que le but, c'est quand même de placer le mot-clé dans la title et éventuellement dans la métadescription. Et du coup, après, je lui donne tout simplement des instructions, voilà, sur la longueur de la title et de la métadescription. Donc, on va faire un test, par exemple, avec un de mes derniers articles de blog. Voilà, c'est juste pour le test. Hop, si on prend ça. Donc, le titre de l'article, c'est ça. Hop, ça, je vous montre un peu ce que ça fait. Donc voilà, ici j'ai auto-complété le prompt, j'avais fait une petite pause, donc j'ai mis le titre, le mot-clé, le contenu entier de mon article. J'ai du mal, de plus en plus de mal en fait, quand on demande à ChatGPT d'aller, on lui donne l'URL de l'article, on lui dit va lire le contenu, je lui fais pas confiance. La moitié du temps il le fait pas, sinon il le fait pas bien, il le résume, etc. Donc je préfère donner tout le contenu directement dans mon prompt, dans la discussion, pour qu'il puisse aller choper les informations. Et ensuite, ça c'est un peu ma méthode pour faire des titles. Si c'est pertinent, tu mettras l'année, tu mettras un emoji pertinent en fin de title, la métadescription, le mot-clé sera dedans, s'il y a des chiffres, c'est bien. Tiens, il y a une petite faute de frappe dans mon prompt. Et voilà, ça doit donner envie de cliquer avec des phrases courtes, un peu putaclic. Je demande pas d'emoji dans la métadescription parce qu'en fait, moi personnellement, je constate qu'en fait, si Google n'affiche jamais les emojis dans la métadescription, en tout cas, c'est très rare. Par contre, dans la title, très souvent. Hop, voilà, je lui demande ça.
accompagnement guide 2025 complet pour booster ton site. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal, je trouve, comme title. Et la méta-description, découvre l'accompagnement SEO, audit, stratégie, contenu, netlinking et suivi. 6 étapes clés pour exposer ton trafic et tes ventes. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a le mot-clé, il y a des chiffres quand c'est pertinent. Alors, ça dépend évidemment des contenus. Mais voilà, en fait, vous faites ça. En 2 secondes, vous avez une title et une méta-description. Là où, en théorie, ça prendrait 5 minutes. Avec ça, ça prend 1 minute. Ça va pas révolutionner le truc, mais par contre, on peut faire des petites retouches. On peut éventuellement lui dire, attends, tiens, rajoute telle information. On s'assiste de ChatGPT, ça permet de faire des titles et des métadescriptions vraiment très efficaces. Tout simplement, voilà, avec les bons prompts. Et après, clairement, la bonne façon, selon moi, avec quoi en fait je me sers énormément de ChatGPT, c'est pour faire de la rédaction. J'ai pas de prompt parfait, mais en fait, tous les articles qui sont publiés sur mon blog et sur les blogs de mes clients, je fais de la rédaction hybride maintenant avec ChatGPT. J'automatise pas. J'ai fait pendant un moment, au début de ChatGPT, j'avais des automatisations et d'ailleurs, je proposais des services, notamment sur ComeUp, à 5 € l'article, où vraiment, voilà, on a une liste de mots-clés, on fait 200 mots-clés, on produit 200 articles de blog, purement en automatique, avec make.com, j'avais fait ça. Franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était vraiment pas mal. J'étais assez content parce que sur la longue traîne, ça arrivait à se positionner, ça faisait des belles courbes, on va dire SEMrush, parce qu'on voyait que le site commençait à se positionner sur des milliers de mots-clés, parce qu'en publiant 200 articles, forcément, on se positionne sur des milliers de mots-clés. Mais en fait, le constat, il est très simple, c'est qu'en fait, les articles se positionnaient en faisant un peu de netlinking en plus derrière, positionné en page 2, en page 3, en page 4, en page 5 de Google. Donc en fait, ça générait 0 trafic et donc 0 client. Donc j'ai arrêté ça en fait. Industrialiser la production d'articles. Si vous faites de l'édition de site, que vous trouvez une niche pas trop concurrentielle, que vous utilisez des outils IA, etc., oui, vous allez faire du trafic, vous allez peut-être pouvoir faire un peu d'affiliation en faisant vraiment de la masse. Forcément, si vous produisez 1 million d'articles bas de gamme, vous allez forcément générer quelques clics. Donc pour ça, ok. Mais bon, moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que mes clients font. Moi, mes clients, c'est des entreprises, c'est comme moi. Voilà, je cherche à trouver des clients avec mon site. Donc, on cherche à faire de la qualité. Et donc, la bonne méthode, c'est d'utiliser un GPT. Il faut vraiment que vos articles aient une identité. Par exemple, voilà, ici, moi, j'ai mon GPT, rédacteur IA. J'en ai déjà parlé, j'ai même fait une vidéo dédiée sur ma chaîne sur comment je rédige vraiment mes articles de blog. Donc, je ne vais pas forcément redonner des détails, mais il faut créer un GPT, voilà, où je lui donne mes instructions au global pour tous les articles que je vais rédiger. Je lui donne plein d'informations sur moi parce que je veux qu'il rédige en tant que Guillaume Garçon. Et donc, en fait, je crée aussi des GPT pour mes clients sur leur compte ChatGPT bien souvent. Et là, typiquement, par exemple, ce matin, est-ce que j'avais fait un truc? Oui, c'est ça, là, pour un client, j'ai créé un auteur. Voilà, le client ne veut pas prendre la parole sur son blog, donc je lui donne des informations sur le client, etc. machin. Je lui crée une identité avec un nom prénom qui paraît un peu réaliste. Voilà, Noah Chevalier, moi j'aimais bien. Je trouve que ça fait assez, c'est pas trop mal. Et je lui demande en fait tout simplement des informations comme ça. Ça me permet en fait de créer une identité et derrière en fait je crée dans le GPT cette identité-là et j'aurais pas besoin de la répéter dans un prompt. Parce que si dans chaque prompt pour rédiger un article, vous remettez toute l'histoire de l'auteur, toutes vos instructions de rédaction, vous lui mettez le mot-clé, en fait, ChatGPT, il va vous faire vraiment, il va pas tout lire en fait, il va pas tout prendre en compte. Donc, il faut vraiment créer un GPT déjà pour qu'il prenne en compte tout ça. Et ensuite, il faut rédiger les articles à la main, entre guillemets. Donc, en fait, rédiger un article, moi, avec ChatGPT, ça me prend du temps quand même. Mais voilà, ça permet d'avoir des articles quand même de blog d'assez bonne qualité qui vont ranker avec du tableau, une bonne optimisation sémantique, une belle mise en page. Si vous lisez l'article, en vérité, moi, j'ai montré des articles à pas mal de monde. En vérité, on ne sait pas forcément que c'est rédigé par une IA. Alors, avec les mises à jour de ChatGPT, il y a des trucs que je laisse un peu passer, des nouveaux, on va dire, footprints que je laisse un peu passer des fois. Par exemple, quand vous avez les gros tirets là qu'il met là, nous on utilise le tiret du 6 et tout, lui il utilise un autre tiret. Bon, ça dès que vous voyez ça, moi je détecte tout de suite que c'est un article IA et que c'est ChatGPT. Ça c'est un truc que j'ai laissé passer sur 2-3 articles, mais que maintenant j'essaie de faire attention. Mais voilà, du coup on ne sait pas que c'est de la rédaction IA, c'est vraiment de l'article, franchement de qualité, honnêtement. Mais voilà comment est-ce que je rédige moi les articles. Si on reprend la conversation avec ChatGPT, donc je lui donne des infos, donc déjà, voilà, donc je lui dis, je vais rédiger un article de blog, je lui donne le mot-clé, parce que c'est vraiment ça, ça c'est l'aspect unique, là on rentre dans l'article spécifique. Je lui dis que je vais lui donner en fait les articles qui rankent déjà sur ce mot-clé-là, et en fait, je lui copie-colle à chaque fois le contenu des articles, parce que demander à ChatGPT d'aller scraper Google, souvent il galère. Donc là, je lui donne en fait directement tout le contenu, donc ça me prend quand même 30 secondes, quoi. Mais voilà, je donne le contenu et je sélectionne en fait, parce que souvent quand vous tapez un mot-clé sur Google, sur le top 10, vous avez vraiment des articles qui sont intéressants, mais par exemple, je sais pas, si on cherche
je sais pas, si on cherche le nom d'un produit ou quoi que ce soit, ou parfois on a des sites gouvernementaux qui rankent avec un contenu qui est nul, mais ils rankent juste parce qu'ils ont de l'autorité. Du coup, d'aller prendre leur contenu à eux, ça va rajouter du wording un peu inutile. Donc voilà, je donne vraiment le contenu, mais je sélectionne manuellement en fait les contenus que je juge pertinents, sur lesquels ça peut être bien de s'inspirer, voir un peu ce qu'on peut faire mieux. Là, je vous montre assez rapidement ce que je fais. Je génère et ça j'en parlerai dans un autre outil, un guide d'optimisation Your Text Guru pour l'optimisation sémantique, parce que ça, Your Text Guru, scraper Google et faire l'optimisation sémantique, ça marche très très bien. Ensuite, voilà, je lui donne toutes les instructions. Ensuite, je lui dis, t'en penses quoi? Si Guillaume Garçon devait rédiger un article sur ce sujet, comparé aux autres, comment il pourrait faire mieux? Là, il me dit un peu comment il pourrait faire mieux. Je lui dis, voilà, c'est aussi de proposer mes services de freelance, parce que le but, quand même, de rédiger des articles de blog, c'est bien s'ils rankent et qu'ils font du trafic. Mais le but, voilà, je lui explique, ça va être quand même de générer des prospects et donc de promouvoir mes services aussi. Du coup, je lui demande aussi de me faire un plan. Donc voilà, il me donne le H1, les H2. La FAQ, là je lui ai demandé de réajuster, hein. C'est pour ça, si vous automatisez, en fait c'est pas bien, mais je lui ai dit de réajuster, j'aimerais plus sur, voilà, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est qu'un accompagnement SEO. C'est là qu'en fait l'article il va être unique en fait derrière, parce que vous lui donnez un angle spécifique à vous. C'est ça en fait qui fait l'unicité d'un article. Mais même sans ChatGPT, hein, si vous demandez à un rédacteur, c'est comme ça qu'on faisait avant, vous lui dites, voilà le mot-clé, regarde les 10 premiers résultats, je veux que tu me fasses la même chose que les autres. En fait, il n'y aura pas d'angle d'attaque sur l'article et l'article, en fait, il va être pas plus intéressant que les autres. Là, voilà, je commence à l'orienter pour avoir un angle. Donc ici, il refait le plan. Très bien. Je lui ai dit aussi, tiens, que je voulais faire des liens internes. Voilà, un peu de maillage interne. Donc là, je lui donne mes pages importantes. Vu que c'est dans la catégorie SEO, je ne parle pas que de ça sur mon blog, mais je lui dis les pages vers lesquelles ça pourrait être intéressant de faire des liens internes. Et ensuite, voilà, je lui dis, on va rédiger chaque partie une par une. Pour chacune, avant de la rédiger, il faudra que tu me poses 2-3 questions. Alors là, je pense que j'utilise un mot qui n'existe pas, étayer le propos avec mon propre point de vue. Bon, lui, il a compris, donc c'est très bien. En clair, je veux que pour chaque partie, il me pose des questions, que je donne des informations pour qu'ensuite il rédige avec sa base de connaissances, avec les contenus qui rentrent déjà sur Google, et aussi avec ma propre expérience. Et c'est ce qui fait qu'en fait, mes articles sont, à mon sens, de bonne qualité. En tout cas, j'ai des résultats, mes clients ont des résultats, donc voilà. Donc il me fait des liens. Bon, il y a un truc dans les liens qu'il faut réussir à virer, c'est il met des UTM source chatgpt.com. Bon, ça, faut le retirer manuellement. En fait, moi, après, je mets tout ça sur Your Text Guru pour m'assurer que l'optimisation sémantique, elle est OK. Bon, je passe un peu les détails, mais on fait les parties une par une. Donc ça me prend quand même du temps, hein. Mais honnêtement, des articles de cette qualité-là, moi, j'ai sous-traité à beaucoup de rédacteurs, même pour mon propre blog, même à 100 € l'article, la qualité était 10 fois moins bien que ce que je fais là. Je pense, moi, des articles comme ça, avec en plus, je fais des petites illustrations, je fais du maillage interne, je fais du tableau, ça m'arrive parfois de mettre un petit outil, je développe une petite calculatrice et tout, mais je le fais pas systématiquement, mais je le fais parfois avec ChatGPT. Je pense que ça doit bien valoir 300-400 € par un rédacteur un peu expérimenté. Là, moi, ça me prend une demi-heure, 1 heure à faire l'article. Donc, je suis carrément rentable. Et en fait, avant, quand je rédigeais, soit je sous-traitais et c'était à 100 €, c'était beaucoup moins bien, soit je faisais moi-même, mais ça me prenait énormément de temps. Donc voilà. Et d'ailleurs, je fais aussi, comme le prompt que je vous ai montré, title, métadescription, avec mon prompt, en fait. Et là, il m'en a fait un mieux, d'ailleurs, à l'époque. Enfin, cette semaine, du coup. Et donc, voilà. Donc, top 5 des outils ChatGPT, mais à condition de bien l'utiliser. Si vous l'utilisez mal parce que vous êtes un flemmard, malheureusement, en fait, vous allez avoir des résultats, mais vous n'aurez rien de vraiment très concret si vous avez une entreprise que vous voulez développer grâce au SEO. Numéro 4 de mes top outils SEO dont je me sers très souvent, c'est IndexMino. Ça, c'est quand même une des grosses problématiques qu'on a en SEO, c'est l'indexation. On a parfois du mal à indexer des pages. Alors attention, encore une fois, si vous produisez des pages de mauvaise qualité sur votre propre site, il est possible que Google les explore, mais ne les indexe pas. Ça, vous le verrez dans la Search Console. Vous pouvez utiliser IndexMino pour forcer l'indexation. Parfois, ça marche, mais bien souvent, ça reste temporaire. C'est-à-dire que si vraiment Google, quand il a exploré votre contenu, qu'il l'a trouvé de mauvaise qualité et que du coup, il ne l'a pas indexé, forcer l'indexation, ça peut parfois marcher temporairement, mais à un moment donné, il va repasser son filtre. Alors, je ne saurais pas vous dire le détail de comment ça marche, mais il risque de le redésindexer. Donc, en fait, vous ne corrigez pas le problème de fond. À ce moment-là, c'est juste un médicament, mais vous ne corrigez pas le problème de fond. Pour moi, IndexMino, la vraie utilisation que j'ai, c'est notamment quand je fais du netlinking, voilà, quand je fais de l'achat de backlinks. Parfois, on a du mal, effectivement, vu qu'en fait, souvent, on achète les liens parfois sur des magazines, sur des blogs,
sur des forums où Google en fait revient pas souvent, il crawl pas la page, du coup il l'indexe pas. Là, ça peut valoir le coup quand même de forcer l'indexation pour que ce soit pris en compte dans son algorithme. C'est là que le lien va avoir un effet. Et pour ça, clairement, le meilleur outil français, en tout cas, enfin même le meilleur outil tout court, je trouve, c'est Indexmino. Parce qu'en fait, c'est un système de crédit. Et en fait, à chaque fois que vous allez mettre un crédit, c'est égal une URL. Vous allez lui mettre une liste d'URL que vous voulez faire indexer. Il va essayer de la faire indexer. S'il y arrive, il vous débite les crédits. S'il n'y arrive pas, il vous rembourse. Donc franchement, c'est du gagnant-gagnant. Alors, évidemment, plus vous achetez de crédit, moins c'est cher. Vous voyez, si vous êtes méga chaud, 1000 euros, vous êtes à une URL, c'est 49 centimes. Si vous prenez le starter, c'est 1 euro. Donc c'est pour ça. Après, il faut voir. Si vous achetez des backlinks à 20 centimes l'unité sur Fiverr, ça sert à rien, on est bien d'accord, c'est pas rentable. Et ça, c'est plus quand vous achetez des articles sponsorisés, on va dire par exemple sur Linkuma, Access Link, MyBacklink ou sur RFerror, sur des blogs à 50, 100 euros parfois, on peut avoir des problèmes d'indexation. Donc là, ça sert. Donc moi, quand je vends des liens, je m'en sers. Quand j'achète des liens, je m'en sers aussi quand c'est pas mes propres sites. Après, quand vous en achetez quand même des liens un peu plus chers, moi par exemple, quand j'ai des blogs où je vends les articles 300 euros, j'ai la Search Console, je force l'indexation et normalement l'indexation doit bien se passer. Mais après, tout dépend encore une fois aussi de la qualité du contenu, de la manière dont l'article s'il est maillé. Est-ce que les nouveaux articles de ce blog reçoivent des liens depuis la homepage au moins temporairement, ce qui doit normalement faciliter l'indexation? Sinon, à un moment donné, si un contenu ne s'indexe pas sur Google, c'est qu'il y a un problème en fait avec le contenu ou avec le site. Et ce type d'outil, ce sera juste un pansement, un médicament, ça sera un Doliprane, ça va potentiellement corriger le problème temporairement, même si des fois, il peut y avoir des couacs. Et donc, du coup, on fait indexer avec Indexmino, ça reste indexé, c'est très bien. Mais la plupart du temps, quand il y a un problème d'indexation, c'est qu'il y a un vrai problème de fond et donc il faut corriger ce problème et ça, ce sera juste un pansement. Et c'est vraiment, vraiment top, c'est très simple. Une fois qu'on est connecté, qu'on a des crédits, hop, on ajoute un projet à chaque fois, on met ses URL et du coup, voilà, une ligne, c'est un crédit. Là, je vais pas le faire parce qu'il va pas réussir à indexer tout ça, évidemment. Et donc voilà, ici on voit, j'en ai lancé un là il y a quelques jours. Là, il y avait 3 liens, il y en avait 2 d'indexés, un qui est en non indexable et qui est donc recrédité. Il est sympa quand même parce que s'il est non indexable, alors je pense que du coup il lance pas tout son process. S'il est effectivement en non index, à ce moment-là, ici, il y a une balise méta robot en no-index que je n'avais pas vu. Mais pourtant, en fait, je sais pas, c'est Notion. J'ai voulu faire un petit lien Notion. C'est bête parce que pourtant, j'ai demandé à Notion que la page soit indexable. Et il n'y a pas de balise méta robot. Alors là, je ne sais pas pourquoi Indexmino, il me met en no-index. Alors, il faudrait que je trouve pourquoi. Ou peut-être qu'il faudrait que je relance parce qu'en fait, peut-être que maintenant, c'est bon. Peut-être qu'il était en no-index et que je l'ai passé. Je ne sais plus, j'avoue, mais voilà. Et donc après, voilà, il y a les URL ici qui ont été indexés sur Google. Et donc, pour être pris en compte, pour me faire des petits, voilà, un peu ninja linking, là, je regarde un peu des techniques, voilà, des petits sites qu'on peut créer pour se faire un peu du ninja linking. Donc, c'est plutôt pas mal, en tout cas, pour l'indexation, notamment pour l'achat de backlinks. Mon numéro 3, c'est une extension pour Chrome. Je ne sais pas du tout, ça marche aussi pour Firefox. C'est Quick SEO Extension. Donc ça, c'est, je pense que vous connaissez certainement, ou peut-être pas, mais quand vous voulez faire de l'analyse, un peu une espèce de mini-audit de site, en fait, notamment pour tout ce qui est SEO on-page et un peu de technique, et en fait, on a besoin, voilà, parce que historiquement, c'était très compliqué, d'aller voir potentiellement dans le code source, en fait, là, avec ce type d'extension, hop, ici, j'ai cliqué, et j'ai tout de suite toutes les informations de ma page. Donc ici, là, je suis sur la page d'accueil de mon propre site. J'ai la title, la métadescription, les balises méta-robot, la balise canonique, s'il y a du hreflang, je vois les titres à chaîne, je vois les mots qui sont le plus représentés dans le site. Je peux aller voir tout de suite le robot.txt, je peux aller voir le sitemap.xml, je peux faire valider les données structurées schéma, je peux aller faire un page speed insights directement. Enfin, vous voyez, la toolbox de dingue que c'est le truc, quoi. Je vois le nombre de mots, je vois si c'est indexable, si c'est en HTTPS, la langue qui est déclarée, les longueurs aussi des méta-titles, des méta-descriptions. Je peux aussi les réécrire. Notamment, moi, souvent, je fais des audits SEO vidéo. D'ailleurs, on va aller voir la page. Audit SEO vidéo, je facture 190 €, je fais une analyse du site et notamment, j'utilise ce plugin-là. Et du coup, parfois, je dis, quand j'ai des titles qui vont pas, voilà, j'édite directement ici. Alors, ça n'édite pas sur le site du client, c'est simplement, ça permet de réécrire. Par exemple, je sais pas, je mets n'importe quoi, bref. Hop, ça permet de lui montrer à quoi ça va ressembler s'il applique ce que je lui conseille. Donc ça, c'est vraiment top. On voit aussi tout ce qui est images. Donc, OK, il y a 42 images sur la page. On voit qu'il y en a 34 avec du texte alternatif. Donc, on pourrait voir celles qui sont sans texte alternatif.
les formats d'images, et si on voit toutes les images, il me dit les images que je pourrais redimensionner et donc gagner de la vitesse. Et si typiquement on a des images en fait qui sont affichées en CSS en 173 par 35, mais elles sont uploadées en 427 par 86, donc finalement elles sont trop lourdes. Bon, après là c'est pas énorme, mais c'est vrai que si on raisonne en pourcentage, on pourrait économiser 84% du poids. Donc voilà ce que je peux dire. On peut télécharger les images, on peut voir le poids total qu'on pourrait économiser. Donc ici, moi, mon site n'est pas trop mal optimisé, évidemment. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais on ne pourrait pas économiser grand-chose au final. On peut voir aussi tout ce qui est liens, les liens internes, externes, les balises sur les liens. Très pratique. Et notamment, il y a un truc aussi qui est trop bien. Alors là, il y a des liens qui ne sont pas visibles. Si je prends les liens externes, c'est quoi? Académie. Ouais. Et si on peut localiser les liens, par exemple, hop, si je fais locate, hop, il me l'a mis. C'était mon lien vers Instagram. Ça, c'est trop bien. C'est énorme. Technical SEO, j'avoue, ça, c'est un truc que je regarde moins, mais voilà, c'est toutes les données sitemap, parce que le sitemap, il est dans le robot.txt, des données plus liées au JavaScript, au CSS et à la vitesse. Tout ce qui est structure à chaîne, c'est hyper bien fait. On voit s'il y a des problèmes, on voit si la structure est OK. Bon, là, après, c'est tout ce qui est balise méta, notamment tout ce qui est Open Graph, parce qu'on peut partager. Ça, c'est des données, en fait, qui vont être envoyées notamment aux réseaux sociaux quand vous mettez le lien. Si vous n'avez pas d'image à la une, par exemple, pour même une page, souvent on le fait pour un article de blog, mais pour une page, on ne le fait pas, en fait, ça ne s'affichera rien. Alors que moi, si vous partagez une de mes pages sur Facebook, en fait, il y a une image qui va s'afficher. Mais ça, je le fais manuellement. Mais sinon, c'est moche, en fait. Hop, si je fais ça, je mets l'URL. C'est pas un article de blog, mais je mets quand même une image à la une. Ça, c'est les données Open Graph. Souvent, c'est Yoast SEO qui le fait. Donc, c'est juste trop bien. Voilà, les métadatas, des Twitter cards, tout ce qui est données structurées ici, vous pouvez les voir. On voit justement mes notes, en fait, pour afficher les petites étoiles sur la serre. La lisibilité, machin, ça, je m'en fous complètement. Il y a aussi un autre truc où on peut extraire depuis la serre. Donc, je sais pas, par exemple, si je tape consultant SEO, hop. Ici, on a un petit extracteur de cercle. On peut aller extraire les people also ask, en fait, pour choper les questions en fait, qui peuvent être tapées. Et ça peut servir si vous voulez ranker sur le mot-clé consultant SEO. Vous pouvez faire un petit FAQ, justement, en reprenant les questions des people also ask. Et donc, après, vous pouvez tout copier. Donc, je sais pas, par exemple, allez, on va faire 20 questions. Hop, du coup, ça a tout sorti. Copie STSV. Et du coup, ça, normalement, ça va dans le presse-papier. Et du coup, hop, tout est là. Donc, c'est un gain de temps, mais tellement énorme. Et là, il a aussi extrait... en fait, j'ai dit une bêtise, juste ça, ici, pour extraire les people also ask, il faut faire une extraction de CSV. Et en fait, le SERP Extractor, ça permet de copier toutes les titles, métadescription et URL dans le presse-papier ou en fichier CSV. Et c'est vrai que, par exemple, si vous voulez récupérer toutes les titles ou toutes les URL, hop, copie STSV. Et ça, c'est quand même trop bien. Ça, j'en suis certain pas plus tard que ce matin. Ça permet de récupérer et ensuite d'aller scraper directement ces URL. Et moi, notamment, ce que j'ai fait tout à l'heure, avec ça, en fait, je voulais, pour un client, m'inspirer un peu des titles et d'un concurrent. Et du coup, j'ai fait ça. Legalstart.fr, fiche pratique, étoile. Et du coup, j'ai demandé à sortir toutes les titles. Et hop, comme ça me permet, moi je suis allé en page 2, en fait, de donner aussi à ChatGPT des exemples de titles qui me plaisent bien pour que sur la même thématique, il puisse s'en inspirer. Donc voilà, ça c'est vraiment, il existe plusieurs extensions comme ça de navigateurs SEO qui sont vraiment très très bien. Historiquement, en fait, il y avait notamment SEO Minion. Je pense que certains consultants SEO avaient leur propre truc à eux maison. Mais sinon, il y avait SEO Minion qui était gratuit, qui est passé payant. Du coup, maintenant, il y en a plein des extensions qui servent à ça. Bon, elles font toutes à peu près la même chose, mais moi, je trouve que Quick SEO, c'est vraiment la meilleure. Et donc, du coup, Quick SEO extension, elle a un peu galère à trouver, je trouve, au final. Parce que quand on tape ça, c'est ça qui est ouf. On tape ça sur Google, ça nous propose SEO Quake, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Si je vais sur le Chrome Web Store, et si on tape ça, là, par contre, on va la trouver. Elle a 14 avis. Je sais pas si moi j'ai mis un avis d'ailleurs, il faudrait que j'en mette un, parce qu'en tout cas, merci beaucoup, je m'en sers énormément. Et je pense qu'il faut que j'aille lui mettre un avis, parce que j'en ai pas mis encore. Mais c'est cette extension-là. Donc c'est Quick. Alors je sais plus pourquoi Quick. Est-ce qu'on a les informations? Tac. On a les informations normalement sur le créateur. Mais c'est marrant parce que ça les met pourtant ici dans les settings, non? C'est Kevin Le Ciotre, du coup, qui l'a mis. On peut aller voir son LinkedIn, donc c'est lui, donc il est vraiment trop fort, merci. Et Quick.io, je sais pas, ça doit être son agence ou un truc comme ça. Petit SEO technique en moins de 5 minutes, ouais, bon voilà, c'est un développeur SEO, tout ça, enfin trop fort. Je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, son extension est vraiment parfaite. Donc, moi, c'est ça que je recommande à tous mes clients, et si vous la connaissiez pas, voilà. C'est clairement ça, je pense que je m'en sers vraiment tous les jours.
Mon outil numéro 2, je m'en sers toutes les semaines pour tout ce qui est rédaction de contenu, que ce soit ou pour mes clients, c'est Your Text Guru. C'est clairement un outil qu'on devrait presque plus présenter. C'est un peu un outil incontournable si vous voulez faire de la rédaction SEO de qualité. Your Text Guru, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'optimisation sémantique. En fait, aujourd'hui, si vous voulez rédiger des articles de blog ou des pages, je dis articles de blog, c'est un peu bête parce qu'on s'en sert majoritairement de ce type d'outil pour rédiger des articles de blog parce que on fait plus de volume d'articles de blog que de pages généralement sur un site, mais ça sert aussi pour les pages, évidemment, des pages de contenu plus commercial. Et en fait, qu'est-ce que c'est Your Text Guru? En fait, si vous voulez optimiser une page pour un mot-clé, généralement, on a les bonnes pratiques qu'on connaît toutes et tous. Il faut placer le mot-clé dans la title, il faut faire une structure de titre, placer le mot-clé dans des sous-titres H1, H2, H3, les textes alternatifs, etc. Mais ça suffit plus. Tout le monde le sait. Si vous faites ça, vous allez faire la même chose que 100% des gens. Ou allez, 95% des gens. Mais non, ça suffit plus. Your Text Guru, il va plus loin. C'est un outil qui ne vous recommande pas de mettre des mots-clés dans les titles, clairement. En fait, il va plus loin. Vous lui donnez un mot-clé, il va analyser en fait, les contenus, donc il va scraper les contenus qui rankent sur ce mot-clé-là, il va regarder quels sont les termes en fait qui reviennent le plus souvent et il va vous les recommander. Et en fait, il va vraiment analyser chaque page qui rank et comparer aussi son niveau d'optimisation par rapport à la SERP. Parce que chaque SERP va être différente. Alors, comment ça marche globalement? Moi, justement, j'ai fait là pour mon article dont j'ai parlé là dans mon top là depuis tout à l'heure, accompagnement SEO. Donc, j'ai donné le mot-clé et en fait, ça génère ici un guide. Donc, ici, je vais faire voir le guide, accompagnement SEO. Il me donne tous les mots-clés à un mot, les mots en 2 mots et les expressions en 3 mots. Tout ça, c'est des mots en fait qui reviennent dans toutes les pages en fait qui rankent sur mon mot-clé accompagnement SEO. Mais attention, il faut quand même prendre avec des pincettes. Par exemple, Trust Index vérifié, ça veut dire quoi? Peut-être que sur la SERP, si on tape accompagnement SEO, on va trouver forcément des sites d'agence ou de freelance SEO. Peut-être d'agence SEO. Du coup, à un moment donné, dans le footer, il doit y avoir Trust Index vérifié. Vous savez, c'est pour mettre les avis, comme Trustpilot. Donc, il l'a repéré parce que ça reste un outil. Il ne réfléchit pas. Il se dit pas, tiens, ouais, est-ce que ça c'est bien ou pas? C'est peut-être juste un truc structurel, etc. Mais en tout cas, il l'a trouvé. Peut-être que Google d'ailleurs s'y attendrait. Mais en tout cas, il l'a recommandé. Vous n'êtes pas obligé de mettre Trust Index vérifié. Il faut faire un peu la part des choses. Ce qui est possible, par contre, c'est qu'effectivement, sur accompagnement SEO, l'intention de recherche, elle est peut-être commerciale, elle est professionnelle. On cherche effectivement une agence SEO. Peut-être que sur la SERP, il y a 3-4 agences qui ont effectivement des avis de clients comme ça avec Trust Index ou Trustpilot, etc. Et donc peut-être que c'est quelque chose qui va être attendu aussi par Google sur votre site si vous voulez ranker. Peut-être que Google va se dire, il n'a pas cette analyse à ce point-là, mais il va s'y attendre. Il va se dire, ok, tous les sites qui rankent sur ce mot-clé-là ont des avis clients, etc. Donc si vous n'en avez pas, ça peut être problématique. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre Trust Index vérifié sur votre site, mais peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant de mettre un système d'avis affiché sur votre site. Et moi, par exemple, voilà, j'ai des avis, j'ai mis en bas d'ailleurs, alors c'est pas Trust Index, mais je mets des avis ici, un petit widget d'avis sur mon site un peu partout, quoi. Mais voilà, il faut faire quand même un peu la part des choses. Il vous check aussi les entités nommées. Donc, il essaye de détecter une entité nommée, c'est vraiment un nom, etc. Donc, un nom de ville, un nom d'outil, un nom de société. Ça peut être des choses aussi qui peuvent être attendues. Ça aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas forcément tout mettre. Par exemple, Nantes, c'est certainement que dans les contenus qui ont ranké, il y avait une agence, ou peut-être plusieurs, qui étaient à Nantes. Et du coup, voilà. Agence web Nantes, ça fait partie des termes. Il faut faire la part des choses. C'est pas forcément pertinent. Mais du coup, ensuite, vous faites votre rédaction. Donc, comme je l'ai montré dans mon top, mon numéro 5 chez GPT, vous pouvez lui donner le guide Your Text Guru, rédiger avec lui. Et en fait, au fur et à mesure de votre rédaction, vous le mettez, vous faites analyser. Et donc, ici, il va compter le nombre de termes. Et c'est vraiment terme par terme. Donc, par exemple, il va dire le mot ici, qualité. Faut qu'on le retrouve, en clair, il faut être à peu près dans le vert en moyenne. Et voilà, il faut le retrouver entre 5 et 8 fois. Au-dessus, c'est trop, en dessous, c'est pas assez. Et ça, c'est terme par terme. Donc après, moi, il y a des termes ici qui manquent, typiquement. C'est vrai que d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Entreprise Internet, refonte, ça pourrait être intéressant. Mensuel aussi, ça pourrait être intéressant. Je sais pas pourquoi ça y est pas. Et ensuite, voilà, votre but à vous, ça va être de faire au mieux au niveau du score. Donc là, moi, je suis à 67. Il a recommandé d'être entre 53 et 59. Je suis un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, mon article, en clair, est un peu trop suroptimisé. Alors après, c'est pas facile. Attention, ça reste un outil. Disons que si j'étais à 2 ou si j'étais à 130, ça irait peut-être pas. Là, je suis à 67 au lieu d'être à 59. Ça reste assez raisonnable. Ce qu'il faut faire aussi très attention, c'est le danger SEO. Là, c'est vraiment si vous faites vraiment de la suroptimisation. Donc là, pareil, c'est comparativement aux autres résultats. Donc c'est vraiment un outil très puissant. Donc là, ici, il dit d'être entre 0 et 24 grand max. Là, on est à 11, donc on est plutôt bien.
Aussi, pour la rédaction, c'est pas mal. Il essaye de rédiger un petit guide. Voilà, les contextes et objectifs, les styles et tons rédactionnels. Bon, c'est pas mal. Si vous faites appel à un rédacteur, par exemple, ça peut être intéressant de lui envoyer. Après, on peut aussi lui mettre title, méta description. Alors après, moi, je me sers surtout de cette partie-là, mais voilà ce qu'ils regardent en fait en termes de concurrents, donc leur score d'optimisation sémantique, de danger SEO, leur score babar, donc là c'est plus le babar authority score, c'est autre chose, je vais pas en parler. Mais voilà, après il y a plein d'autres fonctionnalités aussi sympas, mais 80% de l'outil c'est ça, et c'est vraiment trop fort, c'est vraiment trop bien. C'est les frères Perronnet qui sont derrière cet outil, alors c'est certainement pas tout seul, mais il y a d'autres outils d'optimisation sémantique qui existent, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne je pense à une époque, mais clairement moi Your Text Guru, pour moi c'est le meilleur. Voilà, donc il n'y a pas à chercher. Si vous voulez rédiger des articles de blog qui rankent, il faut faire cette optimisation sémantique, vous n'avez pas le choix. Et maintenant l'outil numéro 1, mon top 1 des outils SEO, c'est SE Ranking. SE Ranking, c'est un outil tout en un SEO, et c'est avec cet outil que je fais notamment les analyses de backlinks, les recherches de mots-clés, le tracking des performances de mes projets clients et de mes propres sites, c'est-à-dire j'ai une liste de mots-clés, je surveille tous les jours à quelle position ils sont. C'est vraiment en fait un peu comme un SEMrush ou un Ahref. Simplement, c'est beaucoup moins cher, c'est tout aussi bien et surtout l'interface est beaucoup plus fluide. Ça permet aussi de faire des audits SEO. C'est aussi le sponsor de cette vidéo. Donc c'est vraiment un outil que j'adore, je suis très heureux, j'utilise vraiment au quotidien. Ici, on va regarder directement dans l'interface. Donc c'est vraiment là qu'en fait j'ai tous mes projets perso, les projets de mes clients, aussi pour des amis. Par exemple, si on voit charledor.fr, c'est un ami à moi qui est monteur vidéo. Donc d'ailleurs, si vous cherchez un monteur vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. On a essayé un peu d'optimiser son site. Il l'a bricolé tout seul, mais il est franchement très bien fait. Et du coup, voilà, par exemple, c'est une fonctionnalité que je fais. En fait, on peut tout simplement, j'ai mis une liste de mots-clés et tous les jours, en fait, SEO Ranking va taper le mot-clé sur Google et me dire à quelle position il est. Et justement, bah voilà, je me suis rendu compte qu'il était 4e. C'est vraiment pas mal. Après, on a vraiment une antériorité, hein, un historique des positions tous les jours. Donc voilà, on voit qu'on a commencé, attention, on n'était pas les champions du monde. Hein. Bon, elle n'était pas si mal, mais quand on a commencé l'optimisation, bah, c'était il y a 1 an en fait, c'est énorme. Ouais, c'était même il y a plus d'1 an, je pense. Parce que là, on a les données sur 1 an. Donc, on voit qu'il y a 1 an, il était 15e, et là, il est 4e. Donc vraiment, on voit toutes les fluctuations. C'est vraiment super utile. Ça, cette partie-là est absolument indispensable. Après, évidemment, vous pouvez faire aussi de la recherche de mots-clés. Ça, c'est trop bien. Donc, par exemple, je ne sais pas si je tape freelance SEO, vous avez des bases de données dans le monde entier, donc par pays, etc. Vous pouvez voir la saisonnalité. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Bah tiens, freelance SEO, il me dit volume de recherche 110. C'est de la donnée qui est extraite en fait de Google à la base. Hein. Donc, en fait, on voit que le volume de recherche de freelance SEO a été 20, 50, etc. Finalement, on se rend compte que ça a été un peu pimpé. Il y a le volume qui a gonflé. En fait, c'est des freelances qui ont essayé de manipuler ce CTR et là, ils ont arrêté de dépenser des sous. Du coup, le volume de recherche redescend carrément à 0. Après, 0, je pense que c'est un peu dur et que là, la donnée n'est pas bonne parce que moi, sur la Search Console, j'ai quand même vraiment des clics. Donc voilà. Bon, toujours étant, après, vous pouvez évidemment, vous avez des idées de mots-clés, les mots-clés similaires, les mots-clés en lien, les mots-clés sous forme de questions. Vous avez aussi la SERP qui apparaît sur ce mot-clé-là, très intéressant si vous voulez faire une recherche de mots-clés. Donc vous pouvez voir ici la SERP, on peut aussi avoir un historique de la SERP, hein, donc on peut remonter dans le temps, vous avez une idée de la difficulté des mots-clés, enfin voilà, c'est vraiment trop bien. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une analyse concurrentielle, c'est-à-dire analyser un site. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre. Hop, si je cherche plombier Paris, hop, on va aller prendre le premier, mais je veux pas une marketplace. Les bons artisans, atelier du plombier, allez, lui, ça a l'air d'être un indépendant. Donc, hop, je vais mettre son site, tac, je fais analyse. Ça va permettre de voir voilà, une estimation de son trafic, de son domaine trust. Donc ça, c'est en clair le netlinking. Bon, voilà, il a 41 domaines référents. Putain, le mec, il est premier, il est vraiment fort. Donc trop fort. Bravo à eux. Il y a maintenant aussi des recherches d'aperçus IA. Donc il y a de plus en plus d'IA. Donc on peut voir aussi notamment sur les AI Overview. Donc c'est que maintenant, en fait, vous savez, quand on va taper certains mots-clés sur Google, on va avoir directement une réponse avec l'IA de Google. En France, c'est pas encore trop arrivé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais dans d'autres pays, ça y est. Et du coup, il y a un truc, par exemple, que j'aime bien faire, moi, quand j'essaie d'analyser les concurrents. Ici, là, j'ai mis le domaine du concurrent. Je vais regarder son trafic organique. Ça va me permettre, en fait, de voir tout simplement ses top mots-clés. Les mots-clés qui sont censés lui apporter le plus de trafic. Souvent, c'est un peu le bazar. Clairement, on va le dire, c'est le bordel. Ici, vous avez un onglet page. Et là, en fait, vous allez voir
les pages qui lui génèrent le plus de trafic. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, après, vous avez cette page-là, la page ici de la page d'accueil. Vous voyez tous les mots-clés. Et en fait, évidemment que on dit toujours en SEO, une page égale un mot-clé égale une page. Donc, sa page est évidemment optimisée pour un mot-clé. En fait, il rank sur plein de mots-clés de longue traîne. Donc, voilà, c'est juste trop bien. Et là, du coup, vous pouvez espionner, aller analyser ce contenu. Et vous savez que votre page, vous allez pouvoir la faire ranker sur tous ces mots-clés-là. Donc, c'est vraiment trop bien. Surtout, vous voyez aussi le coût du trafic total. En fait, c'est tous les mots-clés, en clair, le trafic estimé qu'il a en SEO par rapport à ces mots-clés, combien ça lui coûterait en Google Ads. C'est là que vous voyez si en plus les pages, elles rankent sur des mots-clés qui génèrent du business ou pas. Parce que si c'est des mots-clés où il n'y a pas de CPC Google Ads, c'est-à-dire que c'est des mots-clés où il n'y a pas de concurrence et donc où il n'y a pas de business. Donc ça, c'est vraiment super bien. Autre fonctionnalité, malgré tout, quand on fait une recherche concurrentielle, donc si je prends un autre domaine, par exemple, la bbc.com, sur l'Australie, par exemple, ou là, je sais pas si c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ça, mais là, vous voyez, vous avez les mentions vraiment d'IA. Donc, hop, ici, on peut voir si ça a été effectivement mentionné sur les AI Overview. C'est quelque chose qui va arriver en France, mais vu que les AI Overviews ne sont pas encore arrivés en France, évidemment, on ne peut pas encore le voir. Après, si je regarde les recherches IA, les classements, là, je suis dans ce projet-là. Est-ce que moi, dans mon projet, j'ai un truc... Ok, effectivement, bon, là, je ne suis pas mentionné, je suis très nul, mais vous pouvez aussi traquer les mentions. En fait, vous lui mettez des prompts qui va aller taper dans ChatGPT, il va checker si vous êtes cité. Donc ça, voilà, si vous lancez des opérations voilà, pour être plus visible sur les IA, donc moi, j'ai mes meilleurs consultants Google Ads, je ne suis pas mentionné. Voilà, donc alors là, c'est jour par jour. Après, je ne sais pas si je mets les 30 derniers jours ou... parce que c'est que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à faire le tracking, donc je ne crois pas que j'ai été cité. Donc voilà, je ne suis pas cité, mais en tout cas, il y a une fonctionnalité qui permet de faire ça. Autre fonctionnalité intéressante, bon, il y en a plein, je peux pas tout montrer, mais on peut faire des audits SEO. Donc voilà, vraiment formidable. Là, je sais pas, je vais essayer de prendre le dernier que j'ai fait, je sais pas, ou gg.com. Faites des audits, il vous donne un score de santé, il a crawlé toutes vos pages, il vous dit les principaux problèmes qui sont à corriger, il vous explique les problèmes, pourquoi c'est un problème, comment le régler, la liste des pages qui vont pas bien, pages qui ont été solutionnées, enfin voilà. Pour faire un audit, vous pouvez ensuite le programmer, faire un audit toutes les semaines ou tous les mois. Enfin, voilà, c'est que demande le pub, j'ai envie de dire. Et dernière fonctionnalité aussi où je me sers énormément, notamment pour mes suivis de projet, c'est le suivi de lien retour. Quand vous achetez des backlinks, en fait, c'est bien, vous l'achetez, vous le recevez, vous vérifiez s'il est indexé, vous êtes content. Après, on est tous d'accord, c'est ciao, bye bye, à plus tard. En fait, non, parce que des backlinks, ça peut disparaître. Les sites peuvent fermer, le vendeur de lien peut retirer le lien, il peut y avoir un bug, il peut passer en nofollow, la page peut finalement être désindexée, il faut vérifier les IP, enfin bref, il y a trop de trucs à vérifier. Donc en fait, on ne va pas s'embêter à faire des fichiers Google Sheet ou quoi que ce soit. Non, à chaque fois que vous achetez des liens, vous les mettez ici, vous pouvez ajouter des liens retour. Vous pouvez créer des dossiers de liens retour. Par exemple, moi là, j'ai fait un truc, un dossier Ninja Linking que j'ai créé. Et donc, du coup, après, comme ça, vous pouvez suivre tous vos liens et vous pouvez mettre toutes les infos et vous vérifiez s'ils sont indexés, si les liens sont bien trouvés, l'encre de lien, le domain trust, donc l'autorité du lien, s'il est en dofollow, est-ce que c'est un lien sous forme d'image ou sous forme de texte, le nombre de liens externes de la page qui vous fait des liens, les adresses IP, vous pouvez mettre le prix que vous avez payé, ça c'est hyper intéressant. Vous pouvez mettre aussi le gestionnaire, donc la personne à qui vous avez acheté le lien, hyper important pour le retrouver. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, moi des fois, quand je fais des échanges de liens ici, en fait je le précise, voilà, j'ai fait un échange de liens avec un tel. Et donc là, par exemple, le lien, tac, il est sur cette page-là. Hop, ce que je me rends compte, c'est que d'après... Alors après, il faut prendre les choses avec parcimonie, mais il me dit... Bon, SEO Ranking me disait que la page n'était pas indexée. Finalement, je vérifie, la page est indexée. C'est pas forcément parfait à tous les coups, mais c'est quand même bien de le vérifier. Et donc voilà, on note les échanges de liens qu'on fait. Comme ça, si jamais la personne a retiré le lien, que finalement, c'est pas très très honnête, nous, on peut retirer aussi notre propre lien, ou recontacter évidemment l'éditeur d'abord, mais en tout cas, on a gardé notre échange, on sait. Souvent, surtout quand on fait des échanges triangulaires, parfois, on n'a plus les échanges email. Du coup, la personne a retiré notre lien. On ne peut pas la recontacter ou elle ne répond pas. Si on ne sait pas quel lien on lui avait donné, clairement, on se fait enfler, quoi. Donc, moi, je n'aime pas ça. Donc, clairement, je note tout et comme ça, au pire, je retire le lien et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment l'outil tout simplement parfait pour faire du SEO. Alors, attention, si vous avez un petit site, vous êtes passionné de couture, vous avez un petit blog, machin... Vous voulez faire 2-3 trucs, prenez pas un outil comme SEO Ranking. Par contre, si vous avez une entreprise ou si vous êtes un freelance, vous voulez vous lancer en SEO, c'est clairement pour moi sur le marché aujourd'hui le meilleur outil pour gérer, donc pour lancer des projets SEO et pour gérer et surtout faire des reporting. J'ai pas montré, on peut faire aussi des reporting et tout, donc c'est trop bien pour gérer les reporting clients. Ok, alors au total, ça coûte combien tout ça? Parce que c'est quand même assez important. C'est vrai que je vous ai pas donné à chaque fois
Pour les outils, le prix, bon, déjà pour l'extension Quick SEO, par exemple, c'est un outil qui est 100% gratuit. Donc ça, déjà, c'est super. Donc encore merci. Il existe aussi, je sais qu'il y avait l'extension SEO Mignon était devenue payante. Après, celle qui est très, très utilisée aussi, c'est Detail SEO que j'utilisais avant. C'est gratuit. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de souci pour tout ce qui est extension de navigateur. C'est totalement gratuit. Bon, maintenant, ChatGPT. ChatGPT, c'est payant. ChatGPT, c'est 23 € par mois. Mais alors, franchement, je pense que même si ça passait à 1000 € par mois, je pense que je serais encore rentable avec ChatGPT. Bon, j'exagère un peu exprès, mais c'est vraiment pas cher payé pour 23 € par mois. Vous avez vraiment un assistant. En clair, vraiment pour moi, ChatGPT, ça m'évite de recruter quelqu'un. Voilà, donc par rapport à un salarié, combien ça coûte en France, c'est vraiment formidable. Bon, ensuite, Indexmino, c'est un système de crédit. Honnêtement, la plupart des liens que j'achète, comme je dis, moi j'utilise quand je fais de l'achat de liens. Donc je vérifie justement manuellement et avec SEO Ranking si les liens sont indexés. Et bon, la plupart quand même s'indexent bien. Mais c'est vrai que quand il y en a certains qui ne s'indexent pas, je peux utiliser quelques crédits, mais bien souvent en fait je recharge par soit 59 € là pour avoir 60 crédits. Et franchement, ça me sert pas mal de temps. Ça va me faire 2-3 mois. Donc je saurais pas trop dire combien je dépense par mois sur Indexmino. Moi, je suis pas un gros client, je pense, pour lui. Hein. Désolé, mais voilà, franchement, c'est pas très cher. Et après, là, c'est en fonction du besoin de chacun. YourTextGuru, vous avez des forfaits. Donc moi, typiquement, là, je suis sur le forfait le plus petit, le forfait Elite, 99 € par mois, hors taxe. Et ça permet de faire 50 guides, ce qui me suffit. Alors après, il y a aussi des questions de token IA, etc. Parce que il y a aussi de l'IA qui est intégrée pour aider. Donc voilà, moi, en tout cas, ça me suffit. Après, c'est vrai que très vite, on se rend compte que finalement, pour 20 € de plus, 30 € de plus, on passe à 100 guides. Donc s'il y a besoin, voilà, ça peut être utile. Mais voilà, on est à 99 € par mois. C'est pas donné, mais clairement, c'est le meilleur. Et ensuite, SEO Ranking, là, vous avez plusieurs forfaits. Donc, si vous prenez en annuel ou en mensuel, mais si vous prenez en mensuel, le premier forfait démarre à 59 € par mois, ce qui suffit largement. C'est quand même beaucoup moins cher qu'un SEMrush. Et franchement, c'est la même chose en mieux. Un forfait équivalent si on prend le premier, le deuxième, le troisième. Donc, clairement, c'est vraiment trop bien. Sinon, après, il y a le forfait à 109 € par mois. Voilà, ça, c'est plus si vous êtes une agence, vous avez vraiment beaucoup de projets. Voilà, moi, typiquement, je suis sur ce forfait-là parce que j'ai plus que 5 projets clients à gérer, plus mes sites à moi, tout ça. Donc voilà, vous pouvez aussi créer des accès pour des collègues, etc. Donc, si vous faites du travail collaboratif, c'est plutôt pas mal. Mais en clair, pour débuter, si on prend du 59 € par mois SEO Ranking, 100 € par mois, donc ça c'est du hors taxe, hein. Donc plus 100 € par mois YourTextGuru, on est à 160, plus les 23 € ici, on est à 183. Indexmino, on va mettre 20 € par mois. Donc voilà, pour 200 € par mois, vous avez vraiment une stack d'outils SEO qui vous permet de tout faire. Sur le mois, vous avez besoin de rien d'autre. Là, vous pouvez tout faire, vendre de la presta, gérer vos projets SEO comme un professionnel. Voilà, vous avez vraiment, moi, c'est vraiment les outils que j'utilise de façon quotidienne. Donc c'est un petit budget, mais là, clairement, avec ces 5 outils, vous avez tout. Et bien voilà mes amis, cette vidéo est terminée. Vous connaissez donc mon top 5 de mes outils SEO préférés. Pour moi, c'est les 5 meilleurs. En tout cas, c'est pas vraiment objectif, c'est chacun qui a son avis, mais c'est vraiment les 5 outils que j'utilise quasiment au quotidien et que je recommande en fait tout simplement autour de moi. Bien entendu, il y a des alternatives, hein. Mais si vous avez des questions sur un de ces outils, vu que je les connais vraiment bien, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme toujours, moi, j'y réponds. Sachez aussi que si vous voulez tester SEO Ranking, vous pouvez le tester. Je vous mets un lien dans la description. Il y a aussi d'autres liens sympas, mais ça vous permet en fait de tester l'outil 14 jours. Donc, c'est quand même assez sympa. Ça vous permet vraiment de le tester. Et c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin de mettre sa carte bleue. Donc, ça, c'est quand même super cool. En tout cas, moi, je vous remercie pour avoir regardé toute la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine.